artérioles qui sont les organes principaux du maintien de la pression. C'est à leur niveau que le barrage principal se fait, et c'est à ce niveau que vous voyez la chute la plus importante de cette valeur de la pression artérielle. Une pression dont vous voyez également qu'elle s'uniformise. Donc au début, on est sur des valeurs fluctuantes entre diastole et systole. Donc on ne cesse de passer de 120 à 80, puis on remonte à 120, on descend à 80, on remonte à 120. Et puis au fur et à mesure que vous rentrez dans le circuit, vous voyez que cette pression, progressivement, cette différence entre la valeur systolique et la valeur diastolique ne cesse de se réduire pour aboutir à une pression de perfusion continue, donc unique, dans une circulation qui devient continue au niveau des capillaires. D'accord ? Donc on a une circulation pulsée à la sortie des deux cavités cardiaques, ventricule gauche ou ventricule droit, qui progressivement va perdre de cette fluctuation et arriver à une circulation continue sur les organes principaux d'échange, les capillaires. Et donc cette pression continue de chuter, et puis elle va aller jusqu'à ce que vous retrouviez quoi ? Une pompe. Non, après les capillaires. Ce que tu vois là, c'est qu'après les capillaires, tu as les vénules, les petites veines, les grosses veines, et que la pression continue de chuter là-dedans. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas entre les capillaires et les veines de système qui va régénérer une nouvelle pression. Il faut aller jusqu'au bout de ce système-là, donc la circulation systémique, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire revenir au ventricule droit pour retrouver à ce moment-là une capacité de pompe. D'accord ? Tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'augmentation de pression. Il faut qu'il y ait un système qui s'appuie sur la colonne sanguine pour lui redonner de la pression. D'accord ? Tant que vous n'avez pas rencontré cette cavité droite ventriculaire, d'accord, vous n'aurez pas de réaugmentation de la pression. Donc ça va être une diminution continue jusqu'au ventricule droit en diastole. C'est-à-dire que quand le ventricule droit a sa valve atrioventriculaire ouverte, il est au régime de pression le plus faible de tout l'organisme. Et puis, quand il ferme sa valve et qu'il a une pression qui sera 3 fois inférieure à celle-là, à 40 mm de mercure, mais vous allez avoir de quoi, finalement, nourrir votre circulation pulmonaire. Et puis, même principe, à une valeur 3 fois plus faible, dans la circulation pulmonaire, pour revenir aux cavités gauches, cette fois-ci, rentrer dans l'oreillette gauche, par les veines pulmonaires, passer dans le ventricule gauche au moment de la diastole, lorsque la mitrale est ouverte, avec la valeur la plus basse de la pression gauche, qui règne dans cette cavité, dans laquelle aboutit l'ensemble du flux sanguin. Et puis à ce moment-là, on régénère au cycle suivant une pression artérielle qui remonte. D'accord ? Donc, baisse continue, mais le point d'inflexion, c'est-à-dire là où la pente est la plus raide, la plus forte, se situe au niveau des artérioles. Et c'est à ce niveau-là, dans les artérioles, que se situe l'organe principal de contrôle de la tension artérielle. Et tout ce que vous allez pouvoir faire comme thérapeutique pour vos patients hypertendus sera en particulier ciblé sur cette région particulière de la circulation, de façon à moduler, à relaxer, à décontracter cette valeur du maintien de la pression. On le verra au niveau de la circulation coronaire, c'est la même chose, dans laquelle vous avez un maintien au niveau de ces petites artères, finalement d'un tonus vasculaire, donc qui tient le tuyau serré, ou qui au contraire se relaxe et donc permet un écoulement plus facile. Ça c'est critère de pression. Vous avez ensuite les critères de vitesse. Et les critères de vitesse, vous le voyez, vont être pour ce paramètre maximal au niveau des gros tuyaux, au niveau de l'aorte et des artères, et là ça peut aller jusqu'à 2-3 mètres par seconde. Si vous mesurez un Doppler juste à la sortie du ventricule, ça va quand même de façon assez puissante. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, lorsqu'il y a des ruptures artérielles, soit chez l'animal, soit chez l'homme parfois, si vous avez déjà eu non, vous ne les avez pas eu encore, des gaz du sang ou d'autres, si vous perforez une artère, vous voyez gicler, au cinéma aussi de temps en temps, vous voyez gicler un flux sanguin important, avec des vitesses d'écoulement qui sont directement en rapport avec la pression générée par le ventricule gauche. Cette vitesse va diminuer de façon importante, à peu près au même endroit que
pression au niveau des artérioles, mais elle chutera de façon majeure et maximale au niveau des capillaires. Donc ce que vous voyez, c'est que c'est devenu une pression continue, un échange continu à vitesse minimale. Donc la vitesse totale d'écoulement, elle est la plus faible à l'endroit où on a justement plus besoin d'échanger, de faire sortir, de faire rentrer, bref, de toutes ces fonctions de transport, d'élimination comme d'apport qu'on a vu précédemment. Et puis au fur et à mesure que vous revenez vers les veines, vénules d'abord, petite veine, grande veine, veine cave, à ce moment-là, vous allez avoir ce principe d'aspiration des cavités droites pour la circulation systémique ou des cavités gauches pour la circulation pulmonaire. Et à ce moment-là, vous avez une partie d'aspiration pour chaque diastole qui va aider, qui va donc réaugmenter progressivement la vitesse à l'intérieur de chacun de ces tuyaux. Que va donner maintenant la surface de section totale? Vous vous dites, l'aorte, c'est un tuyau de globalement 2,5 cm de diamètre, donc une surface qui est comme ça, puis les capillaires, dans quelques microns, vous êtes dans des valeurs qui sont à l'opposé l'une de l'autre par organe. Si vous regardez un capillaire par rapport à l'aorte, effectivement, la surface est 1000 à 10 000 fois inférieure. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la quantité totale de capillaires concernés pour la fonction qui est la nôtre. Aujourd'hui, c'est celle de l'apport des nutriments et de l'oxygène au tissu, et celle d'échange. Et donc, ça tient compte cette fois-ci de la totalité des capillaires en jeu. Et cette surface cumulée pour l'ensemble des capillaires, vous le voyez, est multipliée par un facteur 500. Donc, il y a 2 à 3 ordres de grandeur d'écart. Et donc, la surface totale d'échange va se trouver multipliée. Et c'est un des facteurs avec celui de la vitesse, puisque la vitesse diminue dans une surface immense, et bien à ce moment-là, vous avez effectivement le temps, les capacités pour réaliser ces échanges à l'intérieur de votre organisme. Et globalement, la surface totale, il faut la considérer comme ça. Ce n'est pas un tout petit capillaire, celui du dessous, c'est la somme de tous ces capillaires qui vous montre une surface d'échange considérable à ce niveau. Ok ? Donc la surface d'échange, elle est majeure là où on en a besoin. Et enfin, le dernier paramètre, c'est celui du volume contenu par la totalité de ces organes en présence. Et le volume, lui, va avoir un effet qui sera décalé. C'est-à-dire que sa valeur maximale n'est pas atteinte au niveau de la zone d'échange, au niveau des capillaires, mais juste en aval, juste après, dans la circulation. Et c'est en particulier au niveau, cette fois-ci, de la totalité des volumes contenus par les vénules et les veines que se situe la réserve. Donc le côté capacitif des veines est là illustré, puisque vous allez avoir en fait une fonction de réserve, une fonction importante de stockage de ce sang que vous allez pouvoir mobiliser en fonction des besoins. Et donc, avec une constriction, même si elle est moins importante qu'au niveau artériel, vous avez quand même une capacité de mobilisation de ce volume contenu dans un réseau qui est très distensible, par contre, qui est très compliant. C'est une valeur dans laquelle vous aurez, parce que ce n'est pas du tout la rigidité des artères, il n'y a pas une structuration de la paroi veineuse ou vénulaire comparable à celle que vous avez au niveau artériel, dans lequel vous avez l'intima, la média, l'adventice, et des médias plus ou moins épaisses selon le niveau où vous vous trouvez, avec des circuits engainants plus ou moins nombreux. Maintenant, ça reste des structures très souples, très compliantes, très distensibles. Donc la totalité du volume mobilisable est plutôt du côté veineux, alors que la surface est du côté capillaire pour les échanges. Ok ? Alors débit sanguin. Maintenant, pour regarder ce que sont ces
fonction de répartition, et donc je vous l'ai dit, la valeur totale étant 2 ordres de grandeur d'écart entre la masse totale de l'organisme, moins les poumons, et la masse pulmonaire, vous avez néanmoins un débit qui est strictement égal. Pas strictement, en fait, parce qu'il y a des petites anastomoses qui se font, mais on n'y reviendra que plus tard. Et vous avez donc une répartition pour ce cœur de 300 grammes, un débit de 300 millilitres minute de perfusion tissulaire, représentant à peu près donc 5% de la valeur, des chiffres qu'on a vus, qui oscillent un petit peu en regard, et une perfusion qui est de l'ordre d'1 millilitre par gramme par minute. Donc vous prenez 1 gramme de cœur, puisqu'on n'en a pas 1 kilo, vous avez 1 millilitre qui traverse ce gramme de tissu cardiaque chaque minute. Ça, c'est le débit de perfusion. On est là sur un sang total, on ne regarde plus l'oxygène seul, on est en sang total. Et donc cette idée vous donne, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de le mesurer, qui vous donnent globalement ce que sont la distribution de ces capillaires et la fonction de perfusion d'un organe comme le cœur. Vous voyez que le rein a une capacité 4 fois supérieure, parce que là, son rôle à lui est justement d'assurer par le maximum de sang qui passe chaque minute, par unité de temps, l'ensemble des échanges d'épuration pour lequel il s'est différencié. Et à l'exercice, on va avoir donc une augmentation de ce débit d'un facteur 5 pour la totalité. Au niveau cardiaque aussi, en regard de l'ensemble de ces valeurs, qui sont en homothétie, en relation directe, et avec une capacité d'augmenter, là encore, les débits cérébraux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une augmentation principalement musculaire, qui, elle, va avoir augmenté d'un facteur 10 à 30, en l'occurrence ici 20, ces valeurs de débit total. Pour le rein et pour le foie, comme pour la plupart des organes splanchniques, à l'effort, c'est au contraire une circulation qui va diminuer. Donc vous avez des choix de répartition sous ces contraintes qui font que vous allez avoir un report de la fonction de filtration, d'épuration portée par le rein, ou de synthèse protéique par le foie, qui sont remises à plus tard au moment où vous serez sorti de cet engagement qui est initialement soit celui de la quête énergétique, la quête alimentaire, la quête nutritionnelle, on dit foraging en anglais pour aller chasser, chercher, fourrager et trouver ce contenu, ou bien pour la fuite, qui est là encore une fonction qui est brève, rapide et importante. Et puis l'ensemble de cette distribution, qui va être au profit des organes travaillants, cœur, muscles et cerveau à l'effort, et au détriment des organes splanchniques, pour un contrôle régulé par la pression artérielle moyenne, donc le maintien par le biais des artérioles de cette tension, et la vasomotricité spécifique de chaque organe, sur lequel vous allez avoir un système nerveux, sympathique principalement, des médiateurs locaux, on l'a dit, et des hormones, donc les 3 principaux acteurs des 3 principaux systèmes, système nerveux autonome, système local, réflexe myogénique, ou système endocrinien, qui seront en rapport avec ces régulations.